Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intriguant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation sur le choix avec Marie-Éloi. J'ai fait la connaissance de Marie au moment du lancement de l'aventure Bouge ta boîte, qu'elle a cofondée avec Géraldine Cloérec en 2017. Bouge ta boîte, c'est un réseau de business et de recommandations au féminin, fondé sur l'intelligence collective, qui réunit un cercle de femmes entrepreneurs 2 fois par mois pour tester, partager, brainstormer, recommander et développer leur business. Plusieurs constats sont à l'origine de l'aventure Bouge ta boîte. Le premier, c'est que 80% des femmes entrepreneurs ne vivent pas de leur activité. Ces femmes n'ont donc ni indépendance financière, ni de réel impact économique, social, sociétal et environnemental. Il existe, par ailleurs, aujourd'hui, peu d'exemples visibles de femmes dirigeantes d'entreprises auxquelles s'identifier. Et il existait des centaines de réseaux d'entrepreneuriat au féminin avant la création de Bouge ta boîte, mais pas un seul centré sur le développement du chiffre d'affaires. Bouge ta boîte est donc né du choix de faire bouger concrètement les boîtes, les vies et les lignes économiques et de l'envie de mettre la bienveillance au service de la performance individuelle et collective des membres. J'ai été embarquée par la détermination enthousiaste et pragmatique de Marie. Puis j'ai découvert son parcours inspirant. Car avant de cofonder Bouge ta boîte, Marie a été journaliste à RFI, présidente bénévole à temps plein de l'association d'une école Montessori qu'elle a créée, puis créatrice du réseau d'entraide Femmes de Bretagne. Oui, tout ça. Au fil des années et au gré de ses projets et de ses circonstances de vie, Marie a cherché des solutions pour lever les freins, construire et mettre en œuvre ce qui, selon elle, manquait sur son chemin et donc probablement sur le chemin d'autres personnes, pour continuer à avancer avec justesse. Marie a fait et fait régulièrement le choix de bouger les lignes concrètement par une action ambitieuse, enthousiaste et qui se révèle inspirante et fédératrice. Tout cela m'a donné envie d'avoir une conversation avec Marie pour parler du choix à travers son parcours, ses choix professionnels et plus globalement sur sa relation au choix. Marie a tout de suite été partante, toute engagée qu'elle est à valoriser les projets de cœur en toute sororité, et sensible, je crois, à ma démarche de rendre visibles des parcours singuliers et des choix authentiques pour donner à entendre des parcours de vie qui peuvent résonner, inspirer, ouvrir la voie pour d'autres personnes. En avril dernier, j'ai donc rencontré Marie à Paris. À ce moment-là, Marie était en plein marathon et terminait une levée de fonds pour Bouge ta boîte. Un choix audacieux et engageant et une démarche laborieuse qui implique endurance, persévérance et force de conviction. Des qualités que Marie porte haut, le tout rehaussé d'un optimisme inspirant, nécessaire lors de cette plongée dans les profondeurs du monde des levées de fonds dont elle a découvert les codes en faisant, et où seuls 2,6% des fonds d'investissement sont attribués à des entreprises portées par une femme. L'énergie et la stratégie déployées au cours de ce voyage initiatique ont porté leurs fruits puisque la levée de fonds a été un succès pour toute l'équipe de Bouge ta boîte. Marie est une entrepreneure dans l'âme et une bougeuse de lignes. Elle ne s'arrête pas au constat de ce qui ne lui convient pas, mais s'interroge sur la solution qu'elle peut concrètement apporter. Marie se frotte à des mondes inconnus jusqu'alors pour elle et à leurs codes, au gré de ses projets et des incohérences qu'elle rencontre sur son chemin. Elle teste, ajuste et relaie ce qui fonctionne, alerte sur les écueils, découvre les codes, se les approprie, contribue à en créer de nouveaux et encourage les autres par son action à faire de même. Elle avance dans ses projets avec un souci constant de justice, de justesse, d'équilibre, d'autonomie et a à cœur de construire un monde où chacun et chacune trouve sa place, sa voie, en étant soi-même. Au cours de notre conversation, Marie et moi avons parlé, entre autres,
du souhait grandissant des femmes et des hommes d'insuffler du féminin dans les codes économiques actuels, de la possibilité de faire du business avec du sens et de l'importance de parler chiffres, de l'importance de connaître les codes du système dans lequel on évolue, de les questionner et de contribuer à les faire évoluer pour plus de justesse et de justice. Du parcours de Marie et de son enfance heureuse qui a semé les graines de la possibilité et de la valeur d'être soi. De notre choix et de notre responsabilité à nous rendre visibles dans notre authenticité, d'intuition et de l'importance d'oser prendre sa place, voire de la créer. Du pouvoir d'une idée qui, transformée en action, peut fédérer et changer la vie, la sienne et celle d'autres personnes. Du pouvoir bienfaiteur de certaines phrases et de certains regards bienveillants et exigeants qui nous font pousser des ailes. De la puissance des rôles modèles visibles qui ouvrent le champ des possibles pour d'autres personnes qui s'autorisent tout à coup à penser « et pourquoi pas moi ?» ou encore de Michelle Obama et de Goethe. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie d'être là. Donc tu as fondé il y a quelque temps Bouge ta boîte, qui est un réseau business féminin. Et j'aimerais savoir ce qui est à l'origine de ce choix. Alors j'avais d'abord créé un premier réseau d'entraide qui met en lien toutes les femmes de Bretagne. Quel que soit son statut, on peut être porteuse de projet, entrepreneur, salarié, au chômage, en congé parental, peu importe, tout le monde s'entraide pour créer son entreprise. Et ça fonctionne super bien, ça cartonne même en Bretagne parce qu'elles sont 7500 en 4 ans, ça a été créé en 2014 et on fait 500 événements par an. Et ça cartonne parce que c'est de l'entraide. Par contre, dès qu'il s'agit de parler d'argent, de prospecter, faire du business, je voyais plus grand monde. Et donc j'ai commencé à demander, notamment parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, à vivre de leur activité parmi les femmes de Bretagne, mais ça c'est partout ailleurs en France. J'ai commencé à demander, mais qui vit vraiment de son activité ? Et là, j'avais peu de mains qui se levaient. Donc j'ai travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Séverine Leloarn, qui est une chaire femme et renouveau économique à l'école de management de Grenoble, qui travaille aussi par exemple pour BNP ou le réseau Entreprendre. Et donc pour elle, en France, si on est entre 30 et 40% de femmes chefs d'entreprise, 80% d'entre nous, on ne vit pas de nos activités. Et 80%, c'est pas possible. C'est énorme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'indépendance financière, ça c'est sûr, mais surtout on n'a pas d'impact économique, social, sociétal, environnemental. C'est pour ça qu'au-delà de 10 salariés, il y a plus de dirigeantes d'entreprise femmes, on est à 14% seulement, donc ça veut dire 86% d'hommes qui créent, qui conçoivent, qui imaginent ce monde finalement, et nous, on est très peu représentés. Or, toutes les études le prouvent, dès qu'il y a de la mixité, dès qu'il y a de la diversité, il y a de la performance, il y a de l'innovation et surtout du mieux-être et au bénéfice de toutes et de tous. Donc l'objectif de Bouge ta boîte que j'ai créé par la suite, c'est de se dire, on va fédérer les bougeuses, donc les entrepreneurs qui se bougent sur leur territoire, pour les accompagner, pour qu'ensemble elles puissent générer du chiffre d'affaires les unes grâce aux autres. Parce que j'avais regardé les réseaux féminins aussi, il y a 500 réseaux féminins pro en France aujourd'hui, donc c'est énorme. Et ils sont tous d'entraide, de networking, de réseautage, de représentativité, mais il n'y en avait pas un centré sur le business, générer du chiffre d'affaires. C'est pour ça que Bouge ta boîte est née, on a fait une phase pilote en Bretagne, et on est lancé vraiment depuis septembre 2017, c'est une très belle aventure, puis on rencontre des femmes, moi je rencontre tous les jours des dirigeantes d'entreprises extraordinaires, et je me dis que si chacune des bougeuses bouge sa boîte, qu'ensemble elles bougent leur territoire, à un moment on va réussir à bouger les lignes de l'économie. Et Bouge ta boîte, elle fonctionne en cercle d'entrepreneurs, une par secteur d'activité. Donc elles sont toutes complémentaires. On a une architecte, une graphiste, une juriste, j'ai même une pilote de drone, une ramoneur dans les cercles. Donc toutes complémentaires et ensemble elles vont se retrouver tous les 15 jours avec un programme très structuré, avec l'ambition vraiment de grandir ensemble, de propulser leur business les unes grâce aux autres, notamment par les recommandations. Et ce réseau Bouge ta boîte, donc, qui est national, je crois qu'il y a déjà une 60aine de cercles qui existent, ça porte vraiment la valeur de la sororité bienveillante, mais au service de la performance, comme tu le disais. Pourquoi ce choix finalement d'avoir proposé un réseau féminin et de ne pas l'avoir ouvert aux hommes ? Alors, je commence toutes mes présentations, je suis 2-3 fois par semaine dans une ville différente pour présenter le réseau. Et je commence toujours ma présentation par une photo de Justin Trudeau,
D'abord parce qu'il est très beau, je pense que tu l'as vu lors de ma présentation, mais surtout parce que c'est un homme. Et pour vraiment expliquer que ça soit bien clair, qu'un réseau féminin, c'est pas un réseau contre les hommes, ni pour vivre reclus entre nous, c'est tout simplement parce qu'un réseau féminin, et c'est pour ça que ça marche si bien partout dans le monde, parce qu'un réseau féminin, ça permet de nous identifier les unes aux autres. De dire, mais en fait, elle est comme moi et elle fait ça, et donc de se booster les unes les autres, ça crée une spirale vertueuse. Et puis il y a un ton d'authenticité dans les réseaux féminins, il n'y a pas de jugement, on n'est pas obligé de rouler des mécaniques et de dire qu'on est la meilleure, que notre entreprise elle cartonne, qu'on n'a pas de problème de trésor, et voilà, on peut être tel qu'on est, il n'y a pas de jugement. Donc ça c'est vraiment l'intérêt d'un réseau féminin, d'autant plus qu'il manque nous, femmes entrepreneurs, et c'est pour ça Aurélien, je te remercie vraiment de faire des podcasts d'entrepreneurs notamment, parce qu'on manque d'exemples. On manque d'exemples. Du coup, quand on n'a pas d'exemple, on a l'impression d'être toute seule avec notre machette à avancer dans un chemin difficile. Et si il y a plus en plus de femmes qui se rendent visibles, si on a de plus en plus d'exemples, et du coup, ça sera encore plus simple parce qu'on se dira, mais en fait, elle l'a déjà fait, donc je suis capable aussi. Et pourquoi pas moi ? Donc, un réseau féminin, ça permet ça. C'est le « et pourquoi pas moi ?» Et tu parlais de sororité. Alors, sororité, c'est un mot magnifique, qui veut dire fraternité au féminin. Et c'est tellement ce que je ressens dans les réseaux féminins en général et dans Bouge ta boîte bien sûr. C'est ce fait on est ensemble, on se juge pas et on avance ensemble pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et il y a un mot que j'aime beaucoup aussi, que tu connais je crois, qui est l'adelphité. L'adelphité ça veut dire fraternité plus sororité. Et le jour où on aura liberté, égalité, adelphité sur les frontons des mairies, là on sera vraiment à notre place. Tout à fait, tout à fait. Justement, là, tu as énoncé un certain nombre de valeurs qui te tiennent à cœur et que tu as eu à cœur de mettre au cœur, justement, de la démarche de Bouge ta boîte. Tu as parlé d'authenticité, tu as parlé de légitimité, de rendre visible aussi. Quelles sont les autres valeurs que tu as fait le choix de mettre au cœur, justement, de la démarche de Bouge ta boîte ? Ouais, alors c'est pas que moi, parce qu'on est toute une équipe. Aujourd'hui, on est 12 salariés. J'ai commencé Bouge ta boîte avec Géraldine Cloérec qui m'a dit « mais je suis enceinte » et j'ai dit « mais et alors ?» De toute façon, je savais pas ce que ça allait donner, Bouge ta boîte. Et un an après, elle était à nouveau enceinte. Et en fait, je trouve ça génial de normaliser ça aussi. Donc dans les valeurs, il y a ça. Il y a faire en sorte que c'est normal d'avoir des enfants, de pas en avoir, on s'en fiche en fait, mais qu'on soit pas jugé, qu'on soit pas pénalisé dans nos carrières, nos envies, nos machins, parce que justement, on a la chance d'être une femme. Et puis on a comme valeur l'efficacité et le business, parce que souvent je rencontre des femmes qui me disent mais moi j'ai créé mon entreprise parce que j'ai besoin de sens et parce que ça fait sens. Et c'est merveilleux et pour l'instant j'ai jamais rencontré une femme qui m'a dit moi j'ai créé mon entreprise pour le pouvoir ou pour l'argent. C'est pas ça notre moteur. Généralement c'est le sens. Le problème c'est que l'entrepreneuriat féminin c'est énormément de toutes petites entreprises et ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact. On a du sens mais on n'a pas d'impact. Et si on veut donner de l'impact à notre sens, il faut imaginer autrement, autre chose, voir plus grand, voir plus ensemble, voir différemment et adopter des codes économiques où on crée de nouveau. C'est ça. Il faut exister économiquement et il faut soit s'intégrer à un modèle qui fonctionne déjà, soit créer un nouveau modèle. Voilà, et ça c'est le rôle des bougeuses parce qu'on veut faire du business avec du sens, montrer que le business ça peut se faire avec du sens. On peut faire... On peut grandir en restant normal, on n'a pas besoin de se transformer et on peut être tout en bienveillance, les relations humaines peuvent primer sur le business et malgré tout faire grandir son entreprise. Et c'est comme ça qu'on aura de l'impact. Donc les bougeuses, moi j'adore quand elles inventent des nouveaux codes économiques. On a à Rennes 4 bougeuses qui ont embauché une community manager ensemble. Elles travaillent beaucoup en réseau, les bougeuses, donc elles font des appels d'offres ensemble, des GIE ensemble, des groupements d'intérêt économique. Il y en a même qui ont fusionné leur activité pour créer une entreprise en commun. Donc on voit vraiment que les nouveaux codes économiques, c'est de la transversalité, c'est de l'horizontalité. Donc travailler beaucoup en réseau, en atome, sans forcément beaucoup d'ego, mais justement dans cette sororité. Avec nous, par exemple, chez Bouge ta boîte, on fonctionne en sociocratie, en intelligence collective. Tout ça sont des valeurs qui nous parlent à toutes, je pense. Et ces nouveaux codes économiques sont vraiment importants. Parce que jusqu'à présent, tout l'univers économique
a été construit, même l'univers législatif, tout en fait, a été construit par des codes uniquement masculins. Et on est tous composés de masculin et féminin. Les hommes aussi, ils ont du féminin. Et pour l'instant, il n'y a que le masculin qui était valorisé, notamment dans l'économie. Et nous, notre rôle, en tant que bougeuse, c'est de légitimer le féminin, d'en insuffler dans les codes économiques. Et les hommes, ils y trouvent très bien leur compte aussi, parce qu'on a tous envie de ce monde plus équilibré. Et de quelle manière est-ce que tu vois peut-être commencer à émerger des pratiques parmi les hommes qui choisissent de s'approprier leur part de féminin dans leur culture de l'entrepreneuriat ? Oui, c'est très visible, notamment dans les jeunes générations. Quand j'interviens dans des grandes écoles, ils me disent, nous aussi, les réunions tôt le matin, tard le soir, les plus grandes gueules qui parlent, tout ça. Enfin, ils n'ont plus envie de ça. Eux aussi, ils ont envie de cette intelligence collective. Ils ont envie de concilier vie pro, vie perso. Cette chose qui se sont parfois interdites. Voilà, maintenant... Oui, c'est de ne pas aller... cloisonner, en fait. Voilà, de décloisonner ce qui a été longtemps cloisonné et avec une identité qui pouvait varier selon la sphère de vie dans laquelle on évoluait. Soit à la maison, soit au travail, soit dans les relations sociales. On pouvait voir des visages différents selon l'environnement dans lequel la personne, et souvent l'homme, évoluait. Là, c'est plus ce qui est attendu, j'ai l'impression. Bah oui, c'est totalement schizophrénique sinon, en fait. On est un ou une et on est pleinement tel ce qu'on est. Et nous, on le sait d'autant plus, comme on a une charge mentale souvent supérieure, on le sait d'autant plus que cette vie, elle n'est pas cloisonnée. Ça n'existe pas. Le pro et le perso est intimement lié et on doit jongler avec les deux constamment, en fait. Même si on le cache, dans notre vie pro, on le cache. Moi, je sais que quand mes enfants, je suis au téléphone et qu'ils ouvrent la porte et j'en ai chute, non, en fait. Et j'ai un copain pour un copain quoi, qui me disait mais moi quand mes enfants ils ouvrent la porte je leur réponds et tout et à chaque fois on me dit ah ouais tu t'occupes de tes enfants tu leur réponds c'est admirable et tout et moi je sais que j'osais pas parce que je me dis mais on va penser que je m'occupe que de mes enfants et que je suis pas du tout pro gérer, quoi. Que je suis pas professionnelle Et je me rappelle une fois je me suis dit mais heureusement qu'on voit pas ma vraie vie d'entrepreneur parce que c'était un mercredi, mes enfants n'avaient pas école le mercredi. C'était un mercredi, ma fille avait des poux, donc moi aussi. Donc j'avais de l'huile de coco sur la tête. C'était un mercredi matin tôt, j'avais géré les enfants avant mon call hyper important. Donc j'étais en call vraiment très important et j'étais encore en peignoir. Et à ce moment-là, j'entends mon fils qui m'appelle « Maman, viens m'essuyer !» Et donc j'ai éteint le micro et j'étais avec mon call très important avec de l'huile de coco sur la tête, le peignoir en train d'essuyer mon fils. Et ça c'est la vraie vie aussi. C'est ça. Et ça n'empêchait pas de bien avoir répondu, bien sûr, d'avoir avancé dans ce call. Exactement. Mais la vie c'est ça. C'est fait d'imprévus et en même temps on avance quand même. Voilà. Avant de créer donc Bouge ta boîte, avant ça le réseau Femmes de Bretagne, tu as été journaliste et tu as aussi créé une école Montessori. Donc j'ai vraiment l'impression que dans ton parcours, il y a une sorte de fil rouge, c'est que tu as envie de changer la donne, de faire bouger les lignes, mais toujours avec un savant mélange d'enthousiasme, d'engagement et de positivisme. C'est-à-dire que je sens que dans tes engagements, tu n'es jamais contre quelque chose. Tu es vraiment dans une démarche de « Ok, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je constate, les écarts que je peux constater, comment est-ce que je peux me remonter les manches, avancer et puis éventuellement entraîner avec moi un certain nombre de personnes. » Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou alors quel est le moteur de tes choix ? Non, mais tu as entièrement raison, c'est vrai. Et c'est jamais contre parce que pour moi, on est toutes et tous mus par un moteur qui est l'intérêt général. On veut tous et tous une meilleure vie. Donc, par exemple, les réseaux féminins, pour moi, c'est un élan commun. C'est un endroit où on peut se booster pour plus d'équilibre. Et bien sûr, on a besoin des hommes. Et pour que ce soit Femmes de Bretagne ou Bouge ta boîte, on est énormément soutenus par les hommes. Et je les remercie toujours parce que souvent, ce sont encore eux qui ont les clés. Donc, eux qui ouvrent les portes. Et c'est ensemble qu'on arrivera à changer les choses. Et ce que tu dis, c'est vrai, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Je pense que ça vient aussi de mon enfance, d'une enfance hyper heureuse à la campagne dans le nord de la France. Et mes parents, en fait, ils faisaient du yoga, ils méditaient, on mangeait bio, on avait notre potager, on allait chercher la farine au moulin parce que ma mère faisait son pain, tout ça. Et on a une éducation très libre dans la nature, un peu inspirée de Montessori aussi à la maison, tout ça.
Et je me suis dit, mais en fait, ils m'ont montré qu'on pouvait être différent et que ça pouvait être génial aussi, que ça pouvait avoir un intérêt sociétal, environnemental, etc. Ils étaient déjà un peu avant-gardistes, c'est quelque chose que tu as repris aussi dans la démarche de montrer, d'avancer selon des principes qui sont importants pour toi et de voir dans quelle mesure ça vient résonner chez les autres. Ouais, c'est ça qui était interne, mais en même temps, c'était très bien quand j'étais petite, puis je me rendais pas trop compte des différences petites. C'est plus adolescente, où là, je me suis dit, mais mon Dieu, là, j'avais plus du mal à vivre tout ça, parce qu'aujourd'hui, c'est très normal de méditer, de faire du yoga, c'est même chouette. C'est hype. Bon, mais dans les années 70-80, franchement, c'était pas hype du tout dans le petit village où on habitait. Oui, donc il fallait gérer cette différence en fait. Ouais, donc moi adolescente, j'ai tout rejeté. J'ai dit mais n'importe quoi, moi je veux manger que des chips, des frites et voilà, mais c'était mais je les remercie parce que c'est vrai qu'avec mes frères, on a toujours suivi nos intuitions et ça nous a permis de suivre nos voies sans trop faire attention à ce qui est la norme en fait. Donc on a eu beaucoup de chance. C'est chouette. C'est chouette. Et justement, après avoir lancé plusieurs projets sous le statut d'association, donc il y a eu d'abord l'école Montessori, il y a eu le réseau Femmes de Bretagne qui était aussi sous statut d'association. Je crois que Bouge ta boîte au départ était sous statut d'association. Non, aussi. on a voulu le faire en association. Vous avez voulu le faire en association. Et puis finalement, tu as tenté l'aventure de la création d'entreprise. Bah oui, parce que tout le monde m'a dit, mais juste, ça fait des années que tu dis aux autres de créer leur entreprise, que c'est bien et tout, faut peut-être que tu y ailles aussi. Donc je me suis dit, bah ouais, vous avez raison, mais j'avais peur, comme tout le monde au moment de passer le cap. Et j'ai fait tous les prêts bancaires. Ça m'a permis de faire aussi tout le parcours de l'entrepreneur, donc pré-initiative, pré-nacre, réseau entreprendre, nouer des partenariats, parce que bien sûr en association on a un prévisionnel, on a des objectifs et tout, mais c'est toujours un modèle économique un peu bancal parce qu'on est toujours en train de chercher des sous à droite à gauche, des subventions, du mécénat. On a une vision de la trésor à 6 mois maximum, enfin c'est toujours un peu compliqué les associations. Et là il fallait en entreprise du coup vraiment avoir un modèle économique. Et c'est rigolo parce qu'avec Géraldine Clorec, il y a quelques jours on a regardé notre prévisionnel de décembre 2016. Et en termes de nombre d'adhérentes, nombre de cercles, on était pile bon en 2019, on avait vraiment bien vu la croissance. Par contre, on faisait tout toutes seules, toutes les deux. Donc on n'avait prévu aucune embauche. Et on n'avait pas prévu d'outils. On n'avait pas prévu une plateforme qui permet tout ce qui permet aujourd'hui la scalabilité, qui permet un processus d'adhésion automatisé, une page web pour chaque bougeuse, un réseau social. On n'avait pas prévu tout ça. Et ça montre que les femmes, nous, et ça on le retrouve partout dans l'entrepreneuriat féminin, quand on se lance, on a tendance à créer tout toute seule. Alors moi je connaissais les réseaux de la création d'entreprise via Femmes de Bretagne, c'est pour ça que j'y suis allée, mais sinon j'aurais tout fait toute seule, sans aller voir personne. Je crois que c'est 79% des femmes créent leur entreprise sans aucun financement. Ce qui est dingue, parce que du coup ça veut dire qu'elles utilisent leurs économies. Or il y a des prêts possibles avec des garanties derrière. Et notamment pour les femmes, il y a des garanties spécifiques. Ça veut dire que si on crée notre entreprise, qu'on se plante, le prêt bancaire est garanti à 70%. Donc on perd finalement 30% de ce qu'on a investi. Et si on met nos économies, on perd tout. Donc il y a énormément d'outils qui sont peu connus. Et encore plus des femmes. Et voilà, donc 79% sans financement. C'est pour ça qu'on crée toutes de petites entreprises. Donc ça nous a obligés à avoir un modèle économique, à parler rentabilité, à parler objectif. Et ça, c'était nouveau pour moi. Au début, on pensait que les adhésions, elles allaient tomber toutes seules, comme pour Femmes de Bretagne, parce que c'est un réseau d'entraide, c'est 40 € l'année. Bouge ta boîte, c'est 49 € hors taxe par mois. Et en fait, non, il faut mettre en place un plan commercial, un plan communication, se dire, alors quels sont mes objectifs. Ça, c'est Evelyne Platnik-Cohen de Booster Academy qui m'a dit, mais Marie, tu dois savoir exactement chaque mois, chaque semaine, chaque jour, combien tu dois avoir d'adhésion. Et je dis, ah bon, et maintenant c'est ce qu'on fait, et depuis 1 an et demi, et du coup c'est comme ça qu'on arrive à tenir nos objectifs, on sait où on en est tout le temps. Et du coup aujourd'hui quand je suis dans des villes pour présenter le réseau, j'adore demander, mais alors qui parmi vous a un prévisionnel et sait combien de clients et de prospects elle doit faire dans le mois.
Tu as été à une de mes réunions de présentation, t'as vu, si j'ai 4 mains dans la salle, c'est le bout du monde qui se lève. Hein. Tout à fait. Donc on n'a pas d'objectif, on n'a pas ces codes-là. Et si on se met pas en tête des objectifs, on connaît pas les moyens en face pour atteindre ces objectifs, donc on les met pas en place ces moyens. Donc on risque pas d'atteindre ces objectifs, on risque pas d'en vivre non plus. Donc c'est hyper important d'avoir des objectifs, c'est toujours cette histoire de viser la lune, au pire vous atterrirez dans les étoiles. Si on se met en place des objectifs, inconsciemment même, on met tout en place pour les atteindre. Et on peut atterrir pas trop loin, c'est pas grave. Mais au moins, ça donne une direction. Et ça contribue au sens. Quand tu parlais du sens, le sens c'est ça, il y a 2 acceptions dans le mot sens. Tu as la signification, mais tu as aussi la direction. Donc si on sait où on va, c'est beaucoup plus facile d'identifier, ok, pour y aller, je fais comment, avec qui, d'ici combien de temps, enfin voilà, de mettre en place toute cette planification, ce plan d'action au service de l'objectif qu'on veut atteindre. Et puis du coup, on voit aussi les incohérences, parce que si on se pose pas à mettre ces objectifs, on dit alors pour avoir ces objectifs, il faut que je mette ça en place, ça et ça. Oh, mais j'ai complètement oublié ça, ou alors il faut ça, mais alors si je fais ça, c'est complètement impossible à atteindre. Donc il faudrait mieux que je revoie ma stratégie en faisant ça et ça. Donc c'est primordial. Le résultat final, on sait bien qu'il sera différent, il sera plus haut, plus bas, et c'est pas grave en fait. Par contre, c'est la cohérence des moyens mis en place qui est hyper importante. Dans ce que j'entends, j'ai le sentiment que ta mission, quelque part, et ton envie, c'est de rendre visible justement des codes qui existent, de donner quelques clés, et de proposer aussi aux personnes ensuite de voir comment est-ce qu'elles s'approprient ces clés-là, quitte à même les changer et à créer de nouvelles clés. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? En fait, j'ai l'impression d'être un cobaye. Oui, c'est ça. Tu es une testeuse, et puisque tu as validé à tu partages. Après, ceux qui s'en fichent, ils s'en fichent. Bien et puis, si ça peut aider quelqu'un, c'est chouette. Et puis, peut-être que... Mais tu vois, pour l'école Montessori, franchement, je n'avais rien créé. J'avais aucune notion économique, parce qu'en tant que journaliste, surtout de société et internationale, l'économie, ça nous passe vraiment au-dessus de la tête. En tout cas, moi, ça me passait au-dessus de la tête. Et en même temps, avec l'école, j'ai compris qu'on pouvait, à partir d'une idée, créer quelque chose, fédérer, changer la vie de personnes, voire d'enfants, etc. Et ça, j'ai adoré faire ça. Après, Femmes de Bretagne, je l'ai créé parce que j'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau. J'aurais jamais... pour moi, c'était trop élitiste, j'y avais pas ma place, ou c'était pas pour moi, en fait. Donc je me suis dit, ça serait super un réseau où de bienveillance, où on peut venir tel qu'on est, et tout le monde est accepté, et on s'entraide. Et en fait, il y en avait plein comme moi qui avaient envie de ça. Et Bouge ta boîte, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi aussi, l'argent, c'était compliqué... Nous les femmes, mettre de la valeur sur nous, c'est compliqué de se dire on vaut ça et on a cette valeur là, et ça c'est tout le poids historique et culturel qui l'explique, de mettre de la valeur sur nous, c'est difficile. Parler d'argent, c'est difficile, c'est aussi le poids historique qui est là. Se vendre, c'est difficile aussi. Il y a un poids culturel qui est fort. Et typiquement, comme je vois beaucoup de femmes qui font plein de choses bénévolement et qui vivent pas de leur activité, et moi c'était pareil. L'école, j'étais bénévole présidente pendant 5 ans. Et en parallèle, j'étais au RSA avec 2 enfants toute seule. Il y a quand même un truc qui va pas rond, quoi. Donc, à un moment, t'as plus le choix et tu te dis, bon, ça c'est pas juste, c'est pas logique et c'est pas comme ça qu'on aura de l'impact. Et le problème, c'est que les femmes, on est toutes comme ça. Je crois qu'on est 60% de la population active dans le monde. On détient 1% de la propriété. C'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas équilibré. Quand c'est pas équilibré, c'est pas bon. Donc il faut changer ça. Et Bouge ta boîte, du coup, là, j'ai appris les codes économiques, les objectifs, l'intérêt, que c'est pas ça l'argent, que c'est une énergie, que ça nous permet de grandir ensemble. Ça a un moyen. Ça a un moyen. Et là, je suis en train d'expérimenter un nouveau truc. Alors, c'est encore trop frais pour le partager, mais c'est la levée de fonds. La levée de fonds, c'est une catastrophe aussi chez les femmes. Le jour où j'ai lancé ma présentation pour lever des fonds, parce qu'on a fait une première levée de fonds l'année dernière, mais qui était assez simple, parce que c'était des business angels, ça a été très vite. Là, c'était une vraie levée, c'était 6 mois où je me suis cognée au plafond de verre pendant 6 mois. Le jour où j'ai lancé ma présentation, il y avait une tribune des Sista, des femmes que j'adore, qui disaient... aujourd'hui en France, seuls 2,6% des fonds d'investissement sont attribués à des entreprises portées par des femmes. Donc 97,4% des entreprises uniquement masculines. Et là on se rend compte aussi du déséquilibre, parce que les startups, les entreprises
innovantes, avec un impact fort social, sociétal, ce sont les entreprises qui construisent le monde de demain. Si on n'est que 2% de femmes, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, 2% des fonds attribués à des femmes, c'est pas très représentatif. C'est compliqué. Le monde de demain, il va encore être déséquilibré. Donc, on a besoin de prendre notre place. Du coup, je me suis vraiment amusée à faire cette levée de fonds en ayant pas mal de cheveux blancs quand même, parce que c'était vraiment difficile. Mais je me suis vraiment amusée à me dire, en fait, c'est possible. Voilà les codes. Voilà comment se les approprier. Voilà comment on peut les casser. Voilà comment on peut changer des choses. Donc, la suite, ce sera sûrement quelque chose dans ce domaine-là. On verra. Et justement, sur tout ce parcours de création d'entreprise pour Bouge ta boîte, et puis avec les modalités et les codes que tu as appris à intégrer et avec lesquels tu t'apprends à jongler quelque part, avec quoi de nouveau tu ressors de cette expérience jusqu'à présent ? En fait, j'ai l'impression que c'est un chemin qui se poursuit. Je sais que ça fait bizarre de dire elle a été journaliste, ou j'étais journaliste, puis une école, puis un réseau d'entraide, un truc business. Et en fait, c'est toujours le même chemin. C'est, comme tu le dis si bien à chaque fois, c'est de trouver sa voie. Et cette voie, elle est, pour moi, elle est, comme tu disais, sur changer les choses en ayant toujours ces valeurs d'entraide, de bienveillance, d'autonomie, parce que Montessori, c'est l'autonomie, la confiance en soi pour les enfants. Mais Femmes de Bretagne et Bouge ta boîte, c'est ça aussi. Et pour les femmes, et l'objectif, c'est un monde où chacun trouve sa voie aussi. En tout cas, voilà. Et à mon petit niveau, à mon petit niveau, c'est ma contribution. Et ça, c'est parce que je le ressens profondément. Tu disais, trouver sa voie, finalement, c'est suivre son intuition. Et l'intuition, plus on arrive à l'écouter, plus elle nous guide facilement. Et en fait, moi, l'intuition, je pense que je l'avais petite. Je pense qu'on l'a toute petite, cette intuition qui nous tient en tripes, qui nous dit que ce qu'on fait, c'est juste, que ce chemin, il est juste. Je pense que ça, on l'a tous petit. En tout cas, moi, je l'avais forte petite. Et puis, je l'ai perdue, en fait. Je l'ai perdue avec le système scolaire, avec tout, ce poids historique, culturel, les livres, les films. On a peu notre place. Dès qu'il s'agit de visibilité, on est très peu représenté. On est entre 10 et 15% dans tous les domaines, économiques, culturels, sportifs. Donc forcément, on se dit, bon, c'est pas pour nous, donc on se rabaisse. Donc cette intuition, finalement, on la perd. Et puis, je l'ai retrouvée en voyageant. J'ai beaucoup voyagé avec RFI, Radio France Internationale. J'étais dans une 50aine de pays. Donc, quand on perd complètement ses repères, quand on est en voyage, on perd complètement ses repères. Et du coup, la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, finalement, c'est notre intuition, c'est nos tripes. Et il m'est jamais rien arrivé de grave, et pourtant je voyageais toute seule, il m'est jamais rien arrivé de foncièrement grave, parce que j'ai beaucoup appris à écouter cette intuition. Et je pense que quand je revenais, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, il faut écouter cette intuition. Mais c'est pas facile de la retrouver. Quand je revenais en France, je la reperdais. Dans le brouhaha du quotidien. Parce que je retrouvais les codes et donc je me fiais aux codes plutôt qu'à mon intuition. Et à chaque fois je repartais, je me disais mais quel bien-être, mais pourquoi j'ai pas ce bien-être. Mais je travaillais donc j'étais pas en vacances, donc c'était pas une question de travail ou pas travail. Je me disais mais qu'est-ce que je me sens bien en fait. Et à chaque fois que je revenais en France, ça se reverrouillait. Et j'ai compris qu'en fait c'était lié au fait que je n'écoutais pas mon intuition ici. Et petit à petit, je me suis forcée à l'écouter. Et aujourd'hui, je me dis toujours, est-ce que c'est juste par rapport à moi avant la plupart des décisions, sauf quand je suis énervée, fatiguée, il n'y a plus rien, j'écoute plus rien. Mais quand je suis à peu près lucide, je me dis, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que mon intuition est la bonne? Et c'est là où je suis vraiment moi, où je me retrouve comme petite ou comme à l'étranger. Et je pense qu'il faut que nous, les femmes, on arrive à réécouter notre intuition parce qu'on a vraiment été coupées de ça en nous demandant avec des injonctions de on n'est pas belle telle qu'on est, parce que quand on regarde les magazines féminins, franchement la plupart c'est il faut teindre ses cheveux, se maquiller comme ça, vous êtes trop grosse. En gros c'est quand même des injonctions qu'on a en permanence, qu'il faut qu'on... Et puis qui sont généralement assez subtilement distillées, c'est-à-dire que c'est jamais très c'est pas frontal. Vous êtes pas belle, c'est voilà. Si vous faites cette coiffure-là ou si vous maquillez comme ça, la plupart des magazines féminins, c'est quand même ça. Et puis quand je vois les autres femmes, même dans le métro, je me dis mais le temps qu'on passe à modifier notre apparence pour être conforme à des codes, alors qu'on est juste génial tel qu'on est, les hommes, tu les vois, ils sont bruts quoi, ils sont tels qu'ils sont.
Et on les aime tels qu'ils sont. Et nous on aurait besoin aussi qu'on nous aime tels qu'on est. Et du coup, on nous dit toujours que tel qu'on est, c'est pas assez bien. Et comme en termes de visibilité, on est peu représenté, on se dit mais c'est parce qu'on n'est pas assez bien. Et en plus, on n'a pas notre place, parce qu'on le voit, au plus haut niveau, on n'a pas notre place souvent. Donc on a l'impression d'être rabaissé à chaque fois, donc du coup on se coupe de notre intuition aussi. Alors que si on suivait notre intuition, on serait tel qu'on est vraiment, et on est accepté. Et plus il y aura de femmes à des postes de décision, je sais pas si je suis claire, mais plus il y aura de femmes à des postes de décision, plus il y aura de femmes à la tête d'entreprise, plus on pourra être nous-mêmes. Et ça sera très bien. Oui. On pourrait être tel qu'on est, différente, colorée, tel qu'on est, voilà, sans se modifier tout le temps, sans essayer de ressembler à des codes économiques ou à des postures qui ne sont pas les nôtres, parce qu'on pense que ce sont celles-là qui font sérieux, parce qu'on pense que ce sont celles-là qui permettent d'ouvrir les portes du pouvoir. On peut être tel qu'on est et accéder aux mêmes postes, aux mêmes entreprises. Dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a finalement il y a une responsabilité collective et une responsabilité individuelle à rendre visible ce qui existe parmi les modèles économiques et dans lesquels les femmes évoluent, dans lesquels les femmes prennent leur place. Donc il y a cette responsabilité collective qui est à la fois des médias, des institutions, à rendre visible et à rendre possible l'accès à ce monde économique, plus largement. Et puis j'entends aussi la responsabilité individuelle de chacun et de chacune de se rendre visible avec authenticité, avec entièreté, je dirais, tel qu'on est, et de prendre la responsabilité, justement. Oui, je sais plus combien de centaines d'années il faudrait pour qu'on soit à l'égalité dans le monde professionnel. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 200 ou 300 ans. Donc, si on veut vraiment bouger les choses, il faut tous s'y mettre. Hommes et femmes, on a effectivement cette responsabilité, parce que c'est au bénéfice de toutes et de tous, ce monde équilibré. Et puis, on pense à nos enfants, bien sûr. Et puis là, il y a une urgence en plus environnementale. Donc, plus on sera, nous, présente, plus on arrivera à changer les choses dans ce domaine-là aussi. Et effectivement, c'est de l'intérêt général de se rendre visible. Donc, pour les femmes, pour les hommes, de leur accorder cette place-là, ou de leur dire, vas-y, mets-toi en lumière, de les encourager. Ça, c'est vraiment important, qu'on soit encouragé par notre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Et puis par les institutions, les médias, on sait que par exemple dans la catégorie patron l'année dernière, dans les personnes les plus médiatisées, catégorie patron, il y a eu 1% de femmes. Ça, c'est pas possible, ça veut dire que les médias ont une responsabilité. Les institutions, les prix, les conférences, ce n'est plus acceptable aujourd'hui qu'il y ait des conférences sur l'entrepreneuriat ou des comités qui soient uniquement hommes blancs de 50 ans. Il faut de la diversité ethnique, sociale, de genre. Ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Un monde qui n'est que cloisonné, qui ne représente qu'une minorité de notre monde. Et puis pour nous, les femmes, effectivement, il faut se rendre visible. Alors je dis souvent, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres, parce que c'est de l'intérêt général. Souvent les femmes, elles me disent, oui, mais il y a mieux que moi, il y a plus légitime, mais pourquoi moi, enfin t'es sûre Puis moi je cherche pas à être visible et tout. Très bien, mais comme on est toutes comme ça, parce qu'on a toutes été éduquées comme ça, et ben du coup on n'est pas visible. Et les autres derrière, elles s'imaginent pas que c'est possible. Donc c'est notre responsabilité à chacune de nous rendre visibles. Bien sûr qu'on s'en fout, on s'en fiche, c'est pas notre ego, c'est pas pour flatter notre ego, c'est tout simplement pour qu'il y ait de l'équilibre et pour tracer la voie pour les autres, pour être locomotive pour les autres, et c'est ça qui compte. Oui. Puis il y a deux enjeux qui sont intrinsèquement liés, c'est l'enjeu de la légitimité, tu l'évoques en disant que ces femmes qui disent non, pourquoi moi, il y en a d'autres qui sont mieux que moi, et cet enjeu d'identification. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse s'identifier, il faut que quelqu'un se soit senti suffisamment légitime pour aller dire « voilà ce que j'ai fait ». Je vous dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas, moi je l'ai fait et je voudrais vous montrer que c'est possible. Oui, c'est ça. En fait, l'histoire des femmes aujourd'hui dans le monde économique, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on me dit toujours « oui, mais les femmes, elles ont pas confiance en elles, machin. » Et en fait, c'est juste une question de légitimité. Bien sûr qu'on n'a pas confiance en nous si on nous montre pas que c'est possible, qu'on se sent pas légitime. Donc plus on sera collectivement en train de mettre des femmes en avant, de les rendre visibles, et plus nous, chacune individuellement, on se rendra visible, plus d'autres se sentiront légitimes, et à un moment donné, on arrivera à ce qu'il n'y ait plus de question de légitimité. Mais la question de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat ou de la promotion au sein des entreprises, mais c'est juste une question de légitimité. C'est
je me sens pas légitime parce que il y en a peu devant moi et parce qu'on me met pas en avant non plus. Donc c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue, donc à chacune et chacun d'entre nous d'œuvrer en ce sens. Il y a un point autour de la notion de légitimité et d'identification, c'est l'importance d'avoir des mentors aussi, de pouvoir s'associer à ce qui est possible de faire, d'avoir peut-être en tête dans notre cercle proche, mais aussi à travers les médias, des personnes qui représentent un chemin possible, qui ont ouvert des voies, qui ont inventé ce qu'il y avait à inventer éventuellement au fur et à mesure de leur parcours. Quels sont toi les mentors que tu as eu sur ton chemin jusqu'à présent? Mais énormément, et hommes et femmes, les deux, oui, vraiment énormément. J'ai été tellement aidée. Dès que je vois que, même à des moments hyper difficiles où j'ai vu qu'on me fait croire en moi, et des fois il suffit d'un encouragement, parfois ça a été juste une phrase, et ça m'a permis de faire un bond en avant spectaculaire parce que j'ai vu qu'on avait cru en moi et qu'on pensait que j'étais capable de faire ça. C'est pour ça qu'autour de vous, encouragez les femmes autour de vous, et les hommes aussi bien sûr, mais encouragez-les parce que des fois il suffit juste d'un regard bienveillant. Ça veut pas dire de dire oui à tout, c'est merveilleux tout ce que tu fais, non, mais un regard bienveillant, exigeant, et de dire oui, vas-y, si t'as envie, fonce, et puis tu vas apprendre et construire en marchant. Et sinon, c'est rigolo en parlant de mentor, parce que j'ai eu la chance d'être à Bercy mardi dernier, où il y a eu Michelle Obama est intervenu. Alors, je sais pas combien, on était une dizaine de milliers de spectateurs et spectatrices. Mais c'était juste incroyable de voir cette femme qui a quand même changé le monde, qui a changé le monde en tant que rôle modèle, femme, noire, au plus haut niveau, de pouvoir first lady, etc. Parce qu'elle intervenait dans le cadre de la sortie de son livre Devenir, Becoming. Et c'était extraordinaire de la voir. Et surtout, il y avait à Bercy une atmosphère de sororité, d'adelphité très forte, parce qu'on rigolait tous en même temps. On est tous sortis pleins d'espoir et d'envie de changer le monde, parce qu'elle nous a transmis son énergie, sa force. Ça, c'était vraiment magique à voir. Oui, parce qu'en plus, son message, c'est de dire en quoi moi, une femme ordinaire, je me suis inscrite dans un parcours qui, lui, s'est révélé extraordinaire, et en quoi je vous partage mon parcours pour vous dire que c'est possible. Parce que son livre, c'est ça qu'il dit, finalement. C'est ça. Comment est-ce que je suis née dans un pays et dans une famille où on avait un certain nombre de codes, mais j'avais pas tous les codes. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, des gens que j'ai rencontrés, tu parlais de l'importance des rencontres, eh bien... je me suis dit que c'était possible et que je pouvais avancer, et puis parfois la vie a plus d'imagination que nous, et voilà où j'en suis. Cette énergie, c'était aussi sa simple présence. Ouais, c'était T'as l'énergie. senti que ça avait généré de l'énergie. Il y a celle qu'elle a donnée, c'est il y a énorme. celle qu'elle a transmise, et celle que les gens se sont appropriées, avec laquelle ils sont repartis. C'est ça qui était énorme, c'est l'espoir qu'elle a donné à tout le monde en fait. Ça, c'était vraiment beau. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne, une femme ou un homme, qui choisit de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui ? C'est toujours difficile de donner des conseils, mais ce que je retiens de ce que j'ai pu voir chez les femmes ou chez moi, c'est d'être entourée, de s'entourer au maximum. Parce que souvent, on pense quand on crée son entreprise qu'il faut protéger au maximum son idée par peur qu'on la pique, etc. Alors, la première chose que j'ai retenue, c'est que si nous, on a une idée, ça veut dire qu'il y en a 10 000 autres sur Terre qui ont la même idée au même moment. Et que si on va avoir un temps d'avance et être le plus juste, il faut vraiment en parler au plus de monde possible. Et puis retenir que ce qui nous correspond. Mais malgré tout en parler, parce que du coup, en étant entouré, donc les réseaux de la création d'entreprise, mais aussi son entourage proche, son entourage professionnel, c'est que du coup, en parlant, on va vraiment ajuster l'idée au plus près. On va avoir des nouvelles briques qui vont s'ajouter parce qu'on n'a pas pensé à tout. Bien sûr. Et on va se dire, on va éprouver l'idée. Et donc, quand on a une idée, il faut en parler. Et puis, et c'est comme ça qu'on arrive à suivre le chemin. De toute façon, quand on a une idée, au final, l'entreprise, elle est complètement différente. Mais elle part quand même de cette graine. Enfin, c'est la même différence entre une graine et une fleur, ou une graine et un arbre, en fait. C'est complètement différent. Les deux sont différents. Mais c'est né de la graine. Ouais, voilà. Et ça, c'est parce qu'on s'est irrigué de notre environnement, de notre écosystème, comme une plante, qu'on arrive à créer l'arbre magnifique à la fin. Donc c'est savoir poser des questions, savoir partager son idée, la tester avec son entourage, mais aussi identifier, j'imagine, savoir s'entourer, identifier les personnes qui vont éclairer
notre réflexion, Oui, c'est ça. notre Donc projet. ça, c'est la première chose. Et puis, ne pas écouter ceux et celles qui te disent que c'est n'importe quoi, que c'est complètement fou et que tu n'y arriveras jamais et que eux, ils y croient pas. Parce que moi, ça, j'ai eu ça à chaque fois. Et j'imagine que c'est pour beaucoup pareil, mais à toutes les étapes de ma vie, je voulais être journaliste. Il y avait un jury en terminale de professeur qui m'a dit mais alors ce rêve-là, il faut vraiment l'oublier parce que t'as pas la culture, t'as pas le réseau, en gros t'en es pas capable. Donc j'en ai pu parler pendant des années. C'est un prof de TD en droit qui m'a dit, en maîtrise, donc j'ai attendu la maîtrise, qui m'a dit mais si, vas-y, c'est génial pour toi, bien sûr, et tout. Le lendemain, je prenais mon téléphone pour avoir des stages en journalisme. Après, journaliste à l'international, on m'a dit mais rêve pas, c'est impossible. J'ai harcelé RFI et je remercierai jamais assez Emmanuel Bastide de RFI qui m'a prise en stage. Puis après, avec qui j'ai bossé pendant 7 ans. Pour l'école, on m'a dit mais c'est quoi ton truc, c'est quoi cette pédagogie, alors que Montessori n'a aucun détracteur dans le monde, mais il y a vraiment il fallait dû expliquer, etc. Puis tu n'y arriveras jamais, créer une école, c'est complètement insensé, parce que c'était il y a quasiment 8 ans, donc c'est vrai qu'il y a 8 ans, les écoles Montessori commençaient à peine à émerger. Femme de Bretagne, on m'a dit mais comment tu vas expliquer aux investisseurs que tu veux créer un réseau d'entraide, tu vas pas dire que c'est mystique. Je dis bah si, je sais que je veux faire ça, je sais pas pourquoi mais je sais. Dans mon petit village, etc., sans connaître personne et sans connaître rien à la création d'entreprise, et voilà. Et Bouge ta boîte, on m'a dit non mais on n'y croit pas du tout, un réseau business, ça va pas marcher, contente-toi de Femme de Bretagne. Donc à chaque fois on m'a dit non, ça marche pas. Donc ça, il faut pas écouter, c'est pas vrai. Si on y va et qu'on a la conviction, la détermination, on sait jamais ce qui peut se produire. Donc il faut tout mettre en œuvre, et des fois on peut se planter, hein. Ça c'est sûr, on peut se planter, mais au moins on aura essayé et il n'y a pas de regret. Et qu'est-ce qui a fait que justement ces phrases, ces mises en garde, ou c'est presque ces injonctions à ne pas y aller, tu as su les dépasser? C'était la conviction profonde que tu avais que c'était juste ce que tu voulais mettre en place, ou est-ce que tu as un autre talent que tu as su mobiliser? Non, j'ai pas de talent du tout, c'est juste que j'ai beaucoup pleuré à chaque fois qu'on me disait des trucs comme ça. J'ai beaucoup pleuré, je me suis dit mais c'est pas possible, et puis en fait, je me dis non, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et puis, des fois, j'ai l'impression que c'est pour nous tester, pour voir si on a la détermination suffisante pour mettre à bien un truc. Donc, je dis bon, ok, bon, voilà, c'est pas grave. Et puis, il y a d'autres choses qui arrivent, qui sont super belles et qui disent ah, mais en fait, ça veut dire que je suis quand même sur le bon chemin parce qu'il y a une main tendue qui arrive qu'on n'imaginait pas. Ça, c'est la phrase magnifique de Goethe, je sais pas si je vais réussir à la redire, qui dit quoi que vous souhaitiez entreprendre, commencez-le. Parce que l'audace a du génie, je sais plus, quelque chose comme ça. Et dès qu'on commence quelque chose, il y a plein de choses incroyables qui se produisent sur notre chemin pour nous permettre de mener à bien notre projet. En fait, il faut avoir un objectif très clair et en même temps, il faut être assez flexible sur le chemin. Très clair ou pas très clair, mais en tout cas une conviction forte. Voilà, une conviction forte. Il y a une destination qu'on a envie d'atteindre. On ne sait pas forcément comment on va y aller, mais en tout cas, l'enjeu, c'est de faire le premier pas. C'est de commencer quelque part. C'est faire le premier pas et avoir confiance qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas qui vont se produire, qui vont nous permettre de réaliser ce auquel on croit. Oui, parce que la vie a souvent beaucoup plus d'imagination que nous. Ah, exactement, c'est dingue. Merci beaucoup Marie. Merci Oriane, c'était vraiment très chouette d'échanger avec toi. C'est partagé, merci beaucoup. Un grand merci à Marie pour sa confiance, son énergie enthousiaste, sa capacité d'action inspirante, son soutien et sa bienveillance. La phrase complète de Goethe citée par Marie est la suivante. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Bravo et merci à Marie d'encourager les femmes à oser créer et développer leur entreprise en incarnant ce mouvement et cet esprit d'entrepreneuriat et en ouvrant la voie de nombreuses manières. Alors, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ? Si vous souhaitez en connaître davantage sur le réseau Bouge ta boîte, alors direction le site bougetaboîte.com.
Et sachez que l'équipe Bouge ta boîte et les bougeuses de ce réseau réalisent actuellement un tour de France de l'entrepreneuriat féminin dans 11 villes de France afin de mettre en avant et célébrer les dirigeantes d'entreprises sur nos territoires. Ce tour de France se déroule donc dans 11 villes durant 3 semaines. Il a démarré hier, le 19 septembre à Rennes. Il est à Nantes aujourd'hui et se terminera le 10 octobre à Paris. Pour plus d'informations sur les villes, les dates et le programme, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site de Bouge ta boîte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?